Voilà, l'enregistrement a démarré et nous allons voir aujourd'hui toute la problématique des immobilisations corporelles et incorporelles. Et pour ce faire, je vais partager mon écran comme d'habitude pour pouvoir avoir accès à mon syllabus. Et théoriquement, voilà, c'est le cas. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est comme ce que nous avons fait l'année passée. Nous avons, souvenez-vous, passer toute la matière en revue en fonction des classes. Ici, nous sommes visiblement dans les comptes de la classe 2, parce que ce sont les immobilisations corporelles et incorporelles. Vous savez que les actifs immobilisés, on les appelle les actifs fixes, on appelle ça aussi des investissements. Ce sont des actifs qui se renouvellent lentement dans l'entreprise, souvenez-vous. L'année passée, on a vu que les éléments de l'actif sont classés par ordre de liquidité, bravo, c'est-à-dire du moins liquide au plus liquide. Les immobilisés sont des biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. On verra d'ailleurs par après, nous examinerons les immobilisations financières, mais dans le cadre des placements de trésorerie, on verra ça par après. Le droit comptable belge distingue les immobilisés incorporels, corporels et financières pour les participations. Vous avez aussi, attention, la problématique des comptes 29, c'est-à-dire les créances à long terme. Alors, ils portent l'appellation compte 29, ça veut dire que théoriquement, ce sont des immobilisés parce qu'ils commencent par un 2, en fait. Mais dans le schéma légal du bilan, les créances à long terme ne sont pas comprises dans les actifs immobilisés. Dans les immobilisations corporelles, nous connaissons déjà les comptes 22, on les a vus l'année passée, c'est-à-dire les terrains, les constructions. La particularité d'une construction par rapport au terrain, c'est qu'une construction est amortissable. D'accord? On verra la problématique de l'amortissement par après. Installation, machine, outillage, les 23, et mobilier et matériel roulant, le 24. Et vous savez que pour ce qui concerne les voitures, il y a toute une problématique relative à la déductibilité partielle de la TVA. Alors, il y a deux comptes, plus exactement trois, qui sont nouveaux pour nous aujourd'hui. Les immobilisés détenus en leasing, ce qu'on appelle en français la location-financement, c'est les comptes 25. Ce n'est pas l'objet de l'étude ici parce que nous allons voir le leasing lors d'un cours prochain. Les immobilisations non affectées à l'exploitation, ce sont des 26. Qu'est-ce que sont des 26? Eh bien, ce sont des immobilisés qui ne sont plus utilisés dans le cadre de notre production ou dans l'exploitation, qu'on met dans le placard, si vous voulez. Donc, ça devient des 26. On aura l'occasion de voir des exemples bien concrets. Et enfin, les immobilisations en cours et les acomptes versés, qui sont les comptes 27. Alors, dans l'acquisition d'une immobilisation corporelle, attention, il y a aussi toute la problématique des frais accessoires. Vous vous souvenez, on avait déjà vu ça pour le 604 dans les achats marchandises. Tout ce qui est frais accessoires rentre dans le compte d'acquisition et c'est quelque chose qui est tout à fait vrai ici aussi, c'est-à-dire notamment les frais de transport, il pourrait y avoir aussi des frais d'installation, etc. On pourrait aussi avoir éventuellement de la TVA non récupérable. On avait vu ça l'année passée, lorsqu'on achetait une voiture, vous vous souvenez, où il y avait une partie non déductible de TVA. Ben, la partie non déductible était dans le compte 2410, c'est-à-dire la valeur d'acquisition de la voiture. Alors, dans l'hypothèse d'un apport, où la société se crée, un des associés ou un des actionnaires apporte un bien immobilisé, eh bien, il y a toute une problématique qui doit être prise en charge, notamment l'expertise de l'apport, c'est quelque chose qui est très important. Il y a aussi la problématique du coût de revient lorsqu'on construit plus exactement soi-même un immobilisé, une construction, un hangar, que sais-je, eh bien, il va y avoir un coût de revient qui va déterminer la valeur de ce 2210 ici. Regardons ici l'acquisition d'une machine, il n'y a rien de particulier, les amis, un 2310.
41,10 pour la TVA sur achat, 440 fournisseurs. Là, il y a vraiment rien de particulier. Ce qui nous intéresse, par contre, supposons qu'on achète une machine avec un acompte, avec versement d'un acompte. L'acompte va aller dans un 271. D'accord? Immobilisation corporelle en cours et acompte versé. Regardez 271, 41,10 à 440. Vous allez me dire, tiens, on tient compte de la TVA, on comptabilise la TVA. Oui, tout à fait. On comptabilise la TVA parce qu'il y a une facture d'acompte, tout simplement. D'accord? Alors, lors de la livraison, on va payer le solde et ce solde va aller dans notre 230 pour la machine en question, 41,10 à 440, et on va solder notre fameux compte 271 qui était l'acompte et qui va rentrer dans un 23. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, parfaitement. Alors, nous avons ensuite la production immobilisée. Alors ça, je crois que quelque part, Madame Legrand vous en a déjà parlé l'année passée, en tout cas, moi, je l'ai vu avec mes étudiants. Si on construit nous-mêmes cet hangar, vous avez compris qu'on ne va pas avoir un 2210, 4110 à 440 et à 4513. On n'aura pas ça parce qu'on n'a pas de fournisseur. C'est nous-mêmes qui le fabriquons. Donc, ce 440 sera remplacé par un 72, c'est-à-dire la production immobilisée. Et regardez, deux choses nous disent que nous l'avons fabriqué nous-mêmes, ce hangar. Non seulement il y a le 72 production immobilisée qui nous le dit, mais regardez, je n'ai pas une TVA d'autoliquidation. J'ai un 41,10 ici et un 45,10 là. Ça, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de contrepartie, que c'est moi qui l'ai fabriqué. Vous avez tous bien entendu ça? Parce que vous allez retrouver ça dans les exercices par après. Lors de l'achèvement des travaux, les amis, supposons que les travaux se faisaient sur plusieurs exercices, vous aurez bien évidemment le 22,10 lors de l'achèvement des travaux, 41,10 à 72 à 45,10 et on solde 270 pour le 22,10, dans le 22,10 plus exactement, lorsque la construction est terminée et que le bien automatiquement entre en exploitation. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Comment on estime le montant? Pardon? Comment on estime les montants? Ben, en général, c'est sur base des coûts de revient quand on fabrique soi-même. Hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans. Vous allez vous dire, mais monsieur, à partir de quel moment est-ce qu'on estime que le bien est terminé? Eh bien, le bien est terminé tout simplement lorsque il y a un procès-verbal qui est rédigé entre l'architecte, le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est vous-même, puisque vous l'avez construit vous-même. Et en fait, cette démarche s'appelle comment, les amis? Cette démarche administrative, quand un bien entre en exploitation. Vous n'en souvenez pas? Peu importe si c'est nous qui l'avons fait ou pas. Non, 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 non. Oui, d'ailleurs, peu importe que ce soit nous qui l'ayons fait ou pas, tu as tout à fait raison. Parce qu'en fait, il y a simplement un procès-verbal qui est signé pour la mise en exploitation du bien par l'architecte, l'entrepreneur. Et ça s'appelle comment ce procès-verbal? Ça ne vous dit rien? Bon, on reverra par après, peut-être que ça va vous revenir. Pour un bien immeuble, tout à fait. On reverra ça par après. Frais sur les immobilisations corporelles, regardez, il faut bien distinguer les frais d'entretien et de réparation, remise en état d'origine ou les frais d'aménagement et de modernisation. En général, quand c'est de l'aménagement et de la modernisation, on va le passer en 22,10. Si c'est simplement des frais d'entretien et de réparation, on va l'enregistrer dans un service et biens divers. Bah, en général, c'est le montant qui va le déterminer. Vous imaginez bien que quand il s'agit de l'aménagement et de la modernisation, c'est des montants beaucoup plus importants. D'accord? Et ici, il est clair que comme vous avez fait faire ces entretiens et ces aménagements, regardez, vous avez une TVA d'auto-liquidation. Hein, c'est bien clair. Hein. OK? Alors, les amortissements, les amis, ben, on avait vu pas mal de choses sur les amortissements l'année passée. Hein. Notamment, on avait vu que tous les biens, immobilisation corporelle, sont en général amortissables, sauf principalement les terrains,
que les amortissements, c'est une constatation de la dépréciation, c'est-à-dire usure ou obsolescence subie par les immobilisations dont la durée est limitée dans le temps. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les terrains ne sont pas amortissables. Cette charge a un caractère particulier puisqu'il s'agit d'une charge non décaissable. Vous avez bien compris que quand on enregistre un amortissement, on ne fait pas paiement. On constate simplement une perte de valeur. D'accord? Souvenez-vous, on a bien insisté l'année passée là-dessus. Vous avez certainement vu ça avec votre professeur. Tous les amortissements doivent être proratisés. On est bien d'accord. Si tu achètes une machine le 1er juillet, qui est amortissable en 4 ans, ça veut dire que chaque année, tu vas amortir 25% de la valeur de la machine, bien sûr. Mais la première année, tu ne pourras amortir que la moitié parce que tu l'as acheté le 1er juillet. On est bien d'accord? Donc, tout doit être enregistré prorata temporis, comme on dit. OK? Les amortissements doivent répondre aux principes, aux critères plutôt de prudence, de sincérité et de bonne foi et ne peuvent pas dépendre du résultat de l'exercice. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire simplement qu'il n'est pas question une année parce que les résultats ne sont pas aussi bons que les années antérieures, de décider de ne pas amortir. Vous ne pouvez pas faire cela, selon ce principe de prudence, bien sûr, mais aussi le principe de la permanence des méthodes. C'est bien clair pour tout le monde? Alors, comment fonctionne l'amortissement? L'amortissement linéaire, vous le connaissez, les amis? Vous l'avez vu l'année passée, c'est très simple, le linéaire. Il suffit de diviser finalement la valeur d'acquisition, frais accessoires compris, par le nombre d'années que le bien est estimé durer. N'oubliez pas d'ailleurs que les tableaux d'amortissement sont fixés notamment dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé tout à l'heure des choix d'entreprise, vous vous souvenez? Et ces choix doivent être, au moment de la constitution de l'entreprise, doivent être actés. Par exemple, le nombre d'années sur lequel je vais enregistrer un amortissement pour une table, pour une chaise, pour une machine quelconque. Attention, lorsque vous allez faire ces choix, vous devrez tenir compte, bien évidemment, de la fameuse circulaire du ministère des Finances qui, lui-même, détermine quel est le degré d'acceptabilité des amortissements au niveau de la déduction fiscale. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Histoire que vos amortissements ne soient pas considérés comme des DNA, tout simplement, parce que vous n'auriez pas respecté les prescrits du ministère. La méthode linéaire, elle est simple, les amis, regardez, quelques taux généralement admis d'un point de vue fiscal, autant que du point de vue économique. Les bâtiments industriels, 5%, ça veut dire qu'au minimum, vous êtes censé finalement amortir sur 20 ans. D'accord? Habitation 1 à 3%, immeuble du bureau 3 à 4%, machine 10 à 20%, mobilier 10 à 15%, mobilier et matériel de bureau, machine de bureau 10 à 15%, matériel informatique, etc. Matériel informatique, c'est intéressant, un ordinateur est supposé s'amortir en 4 ans et plus, quoi. D'accord? Alors, méthode dégressive. Alors là, voilà, ça c'est quelque chose d'assez particulier, les amis. Vous en avez peut-être entendu parler. La méthode dégressive, en tant que telle, n'est pas difficile. Pourquoi? Il suffit que tu prennes le taux linéaire, que tu fasses x2, et ça c'est la méthode dégressive. Tu as compris que l'amortissement se fait beaucoup plus rapidement, mais attention, tu retrouves la valeur sur laquelle tu vas calculer l'amortissement, qui ne sera plus par rapport à la valeur d'acquisition, mais par rapport à la valeur réelle. Ça veut dire que si tu tombes sur un montant qui est inférieur à celui que tu aurais obtenu par la méthode linéaire, tu reviens au linéaire. D'accord? Nous allons voir ça, vous allez comprendre tout de suite. Alors, c'est bien renseigné ça, regardez, lorsque la dotation annuelle ainsi calculée devient inférieure au montant que l'on aura obtenu en appliquant la méthode linéaire, on applique cette méthode linéaire. Alors, regardez bien les amis, supposons que c'était une machine, je ne sais plus ce que j'avais pris ici, oui, une machine à 500 000 €,
avec un amortissement sur 5 ans. 500 000 euros, on est d'accord? Si tu avais eu la méthode linéaire sur 5 ans, ça veut dire que tu amortissais cette année-ci 100 000. On est bien tous d'accord? Eh bien, sur l'amortissement dégressif, tu vas amortir 200 000. L'amortissement acté, c'est-à-dire l'amortissement total, est de 200 000 et la valeur nette en fin d'exercice est de 300 000. C'est bien clair pour tout le monde? Alors écoute bien, parce que tu amortis beaucoup plus vite. Tu amortis beaucoup plus vite. Et donc, plus ou moins intéressant. Plus intéressant. Ah ben, c'est-à-dire que tu vas prendre plus de charges. Ben oui, bien sûr. La deuxième année, il ne reste plus que 300 000, on est bien d'accord? Mais c'est sur ces 300 000 que tu vas calculer ton amortissement. Souvenez-vous, on amortissait combien ici? 20%, on est bien d'accord? Donc, le dégressif, ça veut dire qu'on amortit combien? 40%. On est bien d'accord? Donc, 40% 300 000, ça fait combien? 120. Plus les 200 qu'on avait amortis avant, il y en a 320 dans l'amortissement acté. Il en reste donc 180. OK? Sur 180, je prends 40%, ça fait combien sur 180? 180 000, 40%, les amis? Allez, les comptables, vous calculez vite. Ça fait 72 000. Vous avez compris que 72 000, c'est en dessous du linéaire. On est d'accord? Donc, j'amortis en linéaire. Est-ce que vous avez tous bien compris? Oui. J'ai donc amorti au total 420, il reste 80 000. Tu as compris que la quatrième année, tu n'amortis plus que 80 000 parce que c'est ce qui reste. Est-ce que vous avez tous bien compris le principe de l'amortissement dégressif? La société doit proratiser la dotation aux amortissements de la première année. Vous avez bien compris ça, hein? C'est obligatoire, ça. Les frais accessoires doivent être amortis au même rythme que le principal. Comptabilisation de l'amortissement, ça on l'avait déjà vu, les amis. 63,02 à 239. Alors, les cas particuliers en matière d'amortissement, eh bien, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir des amortissements non récurrents. L'article 3, paragraphe 39 du CSA stipule que les immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou non récurrents lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'entreprise en raison de leur altération ou de modification de circonstances économiques ou technologiques. Tu as bien compris que sur ton ordinateur n'est pas tellement usé, mais il est complètement dépassé technologiquement. Dans ce cas-là, il faudra envisager un amortissement non récurrent. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Un autre article du même arrêté stipule que les dispositions de l'arrêté sont applicables aux entreprises en liquidation. Au cas où, en exécution ou non d'une mise en liquidation, l'entreprise renonce à poursuivre ses activités, ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence. Notamment, les frais d'établissement doivent être complètement amortis. Alors ça, vous n'avez pas encore vu les frais d'établissement, les amis. Vous verrez ça en troisième année. Ce sont les comptes 20. D'accord? Vous verrez ça en troisième année, mais c'est principalement les frais que vous consentez lorsque vous constituez la société, lorsque vous la restructurez éventuellement ou lorsque vous faites des frais de recherche et de développement. Mais vous verrez ça en troisième année. Alors, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence, notamment les frais d'établissement doivent être complètement amortis. Les immobilisations font le cas échéant l'objet d'amortissement pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation. L'article 3 du CSA, quant à lui, stipule que les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de l'entreprise font le cas échéant l'objet d'un amortissement exceptionnel. Tu n'utilises plus une machine, tu la mets au placard, tu vas totalement l'amortir. C'est bien clair? Oui. Exemple, suite à l'abandon d'une branche d'activité, l'entreprise est amenée à déclasser une machine enregistrée dans les comptes pour 30 000 € en valeur d'acquisition et figurant encore au bilan pour 24 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien sûr, que si elle figure encore au bilan pour 24 000, ça veut dire qu'elle était amortie pour 6 000.
On est bien d'accord, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enregistrer, regarde, un amortissement non récurrent pour les 24 000 qui restent et tu vas solder, bien évidemment, tous les comptes relatifs à cette machine, c'est-à-dire que tu vas solder également le 230. Pourquoi? Parce que ça va devenir un 260. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si un 23 devient un 26, ça veut dire que tu as mis cette machine au placard, qu'elle n'est plus en exploitation. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Donc, arriver dans le 26, ça veut dire que tu ne l'utilises plus dans le cadre de ta production. OK? Il peut y avoir éventuellement des reprises d'amortissement. Les amortissements actés sur les immobilisations corporelles ou incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications de circonstances économiques ou technologiques, les plans d'amortissement antérieurement pratiqués s'avèrent avoir été trop rapides. Exemple, en fin d'exercice, on estime à 30 000 € le montant des amortissements excédentaires antérieurement pris en charge par le crédit du compte 2219, que ce qu'on va enregistrer, 2219 à 7601. 7601, reprise d'amortissement et réduction de valeur sur immobilisé. Réduction de valeur sur immobilisation corporelle et incorporelle. La réduction de valeur constate la dépréciation non nécessairement irréversible. Vous avez compris que c'est quelque chose qui s'adapte évidemment, qui s'utilise principalement pour les terrains. Donc, c'est non nécessairement irréversible, c'est-à-dire que la situation, évidemment, pourrait radicalement changer, enregistrer une réduction de valeur, 63,09, souvenez-vous, à 22,09 pour les terrains. Les plus-values de réévaluation, alors là, les amis, on va voir ça dans un autre chapitre, dans quelques séances d'ici, mais il faut savoir que les plus-values de réévaluation ne doivent pas être confondues avec les plus-values sur réalisation. Une plus-value sur réalisation, c'est une plus-value que vous faites lors de la vente d'un bien tout à fait qui a enregistré une plus-value. Tandis qu'une plus-value de réévaluation, en fin d'année, sur base d'un rapport d'expertise, tu estimes que ton bien a gagné de la valeur et dans ce cas-là, tu vas l'enregistrer par une plus-value en débitant le compte d'immobilisé qui finira cette fois-ci par 8, on verra ça plus tard, et en créditant un compte de passif, vous le verrez dans votre bilan, dans vos comptes annuels, un compte 12. Plus-value de réévaluation, mais on verra ça plus tard. D'accord? Cession et désaffection avec la fameuse plus-value ou moins-value sur réalisation. Ça, on a déjà vu l'année passée, je ne sais combien de fois. Vous connaissez ça sans aucune difficulté. Hein. Désaffection d'une immobilisation corporelle, on l'avait vu, les amis, 66,02 à 239. Et tu vas solder, bien évidemment, le 239 et le 230 pour ouvrir un 260 et un 269 parce que le bien a été désaffecté. Est-ce que c'est clair? Oui? Vous comprenez bien tous? Alors, le principe des intérêts intercalaires. Écoutez-moi bien. Tant qu'un bien n'est pas mis en exploitation, c'est-à-dire tant qu'un bien n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de mise en exploitation, procès-verbal de fin des travaux, eh bien, vous allez enregistrer finalement le paiement des acomptes si c'est quelqu'un qui le fabrique, ou l'enregistrement du prix de revient si c'est vous-même qui le fabriquez. Vous allez enregistrer tout ça dans un 27. On est bien d'accord? Tu as compris que ce 27 deviendra un 22 lorsqu'il y aura un procès-verbal de mise en exploitation du bien. On est bien d'accord? C'est bien clair? Supposons que tu empruntes de l'argent pour fabriquer ce hangar ou pour faire fabriquer ce hangar. Eh bien, l'intérêt sur cet emprunt, tant que le bien n'est pas mis en exploitation, tant que le 27 n'est pas devenu un
22. L'intérêt pourra être enregistré dans le 27 et va donc quitter les 65 grâce au crédit d'un 65,03 qui alimente le 27. Est-ce que c'est bien clair? Donc, en fin d'année, tu auras enregistré tes intérêts en 65. Hein. En fin d'année, tu vas créditer un 65,03 et tu vas débiter les 27 de tous les intérêts que tu as payés de cet emprunt. Tant que le bien n'est pas mis en exploitation. Hein. Alors, vous vous souvenez de cette fameuse procédure, ou plus exactement formalité administrative, qui constate que le bien est mis en exploitation? Non? Allez, je vous laisse encore quelques secondes, quelques minutes. Je laisse encore le suspense. Donc, la valeur d'acquisition des immobilisations est corporelle et corporelle peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en exploitation. Allez, dernière fois, les amis. Vous ne vous souvenez pas de cette procédure? La réception définitive. La réception définitive d'un bien, c'est un document qui est signé par toutes les parties, l'architecte, l'entrepreneur, le maître d'œuvre, et qui constate que le bien est terminé, que la construction est terminée, que le bien entre en exploitation. Réception définitive. D'accord? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Vous avez tous compris? Donc, je répète, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt intercalaire? Eh bien, tous les intérêts de l'emprunt pour construire quelque chose, tant qu'il n'y a pas eu la réception définitive, vont alimenter le 27. Vous vous souvenez, le 27? Les acomptes et les acomptes en cours, là, voilà, et la construction en cours. Vous vous souvenez? Eh bien, par le 65,03 qui va être crédité, vous allez alimenter le 27. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui? Alors, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle est déjà suffisamment longue. Comment est-ce que je peux arrêter cette vidéo, les amis? Arrêter l'enregistrement, voilà. Hop. On alimente le 27 par le